Au Québec, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des objets quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect de la loi sur le patrimoine culturel et du règlement sur la recherche archéologique. Pour notre prochaine aventure, on se dirige vers l'une des plus mythiques rivières du pays, la rivière Richelieu. On sait que plusieurs épaves de différentes époques sont enfouies sous l'eau un peu partout. Suffit de plonger au bon endroit. Il y a définitivement autre chose que l'épave, là. Il y a beaucoup de légendes qui existent autour de ces épaves et aujourd'hui, en essayant d'en localiser 3, peut-être même 4, on va tenter de départager le vrai du faux. Là, Mario, t'es pas là, comment ça? Non, ben écoute, je suis over-occupé, comme je t'avais dit. J'ai jamais pu me libérer, mais je t'ai envoyé la meilleure relève qu'il y a. Donc, je t'ai envoyé Manu, tu vas voir vraiment un très, très bon plongeur, un bon caméraman aussi, un gars avec un grand cœur. Donc, je sais que vous allez nous attendre parfaitement. Il va être content d'entendre ça, il est juste là. Salut, Mario! Hop! Salut! Tu m'enverras ton 10 pièces. Ah, c'est pas cher? Bon, mais Mario, à la prochaine aventure. Par contre, je veux que tu me tiennes au courant au fur et à mesure. Certainement, bye. Salut! Maintenant, direction La Colle, sur les rives de la rivière Richelieu. Là, on est aux abords de la rivière Richelieu. Puis le fond de cette rivière-là est tapissé de vestiges de différentes époques parce que ça a été à la fois une route militaire, une route commerciale puis une route de colonisation. Moi, je m'intéresse plus particulièrement à 3 épaves qui ont presque les mêmes dimensions. Puis au fil des années, bien, ils ont été baptisés Maraudeur, Naylor et Vermont. Mais est-ce que ce sont leurs véritables identités? Parce qu'on veut, nous, c'est d'écrire l'histoire et de réécrire le passé. Manu, je te présente M. Jean Bellil, qui a participé à des recherches à la fin des années 70, début des années 80 sur le Richelieu. Parce qu'on reprend un peu les recherches d'André Lépine, qui est le père de l'archéologie au Québec, pour essayer de bonifier des connaissances qui existent déjà. Puis Jean, ben, on ne pouvait pas avoir un meilleur témoin de cette époque-là. Là, M. Bellil, on est aux abords probablement de l'une des rivières les plus importantes au Canada. C'est certain. Pendant que je jase avec M. Bellil pour éclaircir certains points, Manu et Christian, les plongeurs, préparent déjà le matériel pour la première plongée. Est-ce que ça fait drôle pour vous de revenir aux abords du Richelieu parce que vous avez quand même collaboré aux recherches à la fin des années 70, aux recherches d'André Lépine? Ça fait drôle. C'est un vieux chum qui est parti un peu trop vite. Et il nous a quittés il y avait 50 ans. Ça me fait quelque chose de revenir puis de ressortir ces vieux papiers. Fait que là, ici, vous avez des beaux souvenirs en lien avec la rivière Richelieu et les fouilles d'André Lépine. Oui, dans le domaine privé, là, on est les premiers à avoir utilisé les sonars à projection latérale puis les sonars pénétrants. Si on compare aujourd'hui, là. Il y a 40 ans puis aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai eu accès au rapport d'André Lépine. Puis en fouillant à travers toute cette belle documentation-là, ben, il y a 3 épaves qui ont piqué ma curiosité. Parce qu'on dirait que leur identité, là, sont méconnues. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Puis on part à l'aventure ensemble aujourd'hui. Absolument. L'équipe se prépare pour la première plongée de la journée. La température est capricieuse, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. On a des réponses à trouver. Le Vermont, c'est le 2e vapeur au monde à entrer en service. Okay. Fait que c'est un bateau historique qui a été bâti au début des années 1880. Fait que les gens croient que c'est le Vermont. Fait que vous allez aller valider ça. Si vous voyez des traces de roues à aube, de mécanisme, peu importe, c'est peut-être le Vermont. Prenez des notes, puis me ferez un compte-rendu de ça. C'est pas mal ça, la première mission. On repart la machine. Allez. Yes. On s'attaque à la rivière Richelieu avec beaucoup d'espoir. On veut percer ses secrets. Les technologies ont évolué et les découvertes d'aujourd'hui peuvent contredire celles d'hier. Des légendes existent depuis trop longtemps au sujet de ces épaves. Bon, ben, je me mets à l'eau. Il faut rétablir la vérité.
Mario nous avait prévenu, une plongée à rivière, c'est plus difficile. Le courant est vraiment pas en notre faveur, les particules sont toujours en mouvement et la visibilité est réduite, voire mauvaise. Hop, on win tight. On win tight. Puis les gars, qu'est-ce que vous avez vu au fond de l'eau? Il y a vraiment une belle épave, tu sais, on voit bien la shape que tu nous as montrée sur la carte, mais la structure est vraiment spéciale, là. Puis avez-vous remarqué des éléments particuliers ou... Il y a de la grosse poutre métallique avec des croisillons dedans. Ça a l'air d'être comme mis par-dessus l'épave. C'est un bateau en bois? Exactement. Ouais. Bon, le Vermont a été construit en bois. Là, il faudrait qu'on aille faire le bord droit quand on est face à l'amont pour essayer de voir si on est capable de trouver les roues ou quelque chose, parce que là, on n'a rien vu de tout ça, là. Oh, ouais, pour la deuxième plongée, je pense que c'est ça. Vous essayez de trouver des traces de roues à eau. À tantôt, les gars. Même avec les conseils de Mario, la plongée est pas évidente. C'est comme chercher son chemin dans une tempête. Les premières informations que je reçois de Manu me laissent perplexe. Il y a un doute qui s'installe tranquillement dans mon esprit. Et si c'était pas du tout l'épave du Vermont? Puis la deuxième plongée, mon Manu? On s'est pas mal battu avec le courant, mais il y a définitivement autre chose que l'épave, là. Avec deux grandes poutres qui remontent quasiment jusqu'à la surface. Avec Manu, pas de roue à eau? Non, rien. On l'a fouillé vraiment beaucoup. Ouais. Parfait. Je l'ai. Joy. Il y a vraiment deux structures, là, c'est Ouais, imposant. C'est comme des tiges de métal qui semblent être soudées après cette structure-là. C'est en élévation, là. Ouais, c'est carrément sur le dessus, mais t'es pas vers moi. Donc, c'est pas ce qu'on cherche. On est sûrement sur une mauvaise piste. Je suis de plus en plus convaincu qu'on n'est pas sur le bon bateau. C'est finalement, c'est pas le Vermont, là. Moi, ce que je comprends dans tout ça, là, c'est que... Il est où, le Vermont? Après cette première plongée, on fait un arrêt à l'île aux Têtes. Jean Bellil nous y a donné rendez-vous. Il a des informations importantes à nous communiquer. On est sur le site de l'ancien pont Quantique qui a été construit au C'est début ça. des années 1880. C'est ça. On a les pieds en dessous, mais la tête est au-dessus, OK. avec une partie pivotante au milieu. Puis, à cette extrémité-là, sur l'île, il y avait le poste de péage et puis il y avait le poste de douane. Fait que ce que les plongeurs ont vu au fond de l'eau, c'est probablement des vestiges de ce pont-là. Oui, sûrement. Ben, c'est sûr que maintenant qu'on en parle, c'est tout de suite beaucoup plus clair pour nous, là, parce que ça fait bien gros du sens. Il reste encore vraiment une espèce de grosse poutre en bois, comme si le pont avait comme juste droppé, là, finalement. Ils ont détruit le pont puis ils ont abandonné le reste là. C'est ce qu'on comprend. C'est ça. Bon, là, on a réglé le dossier des structures métalliques. Notre première mission est complétée, mais je suis loin d'être certain que c'est l'épave du Vermont qu'on vient d'explorer. De retour de l'île aux Têtes, Manu tient à nous montrer des images. Lui aussi a des doutes sur la supposée épave du Vermont.
Donc là, Sam, tu vois, c'est sur la première de ce matin, là, sur notre première plongée. La structure du pont qui est vraiment par-dessus, là. Puis on voit vraiment bien les croisillons. Ça, c'est l'avant de l'épave à cet endroit-là. Là. Là, tu vois, là, on a vraiment le pilier. Ça monte, écoute, un bon 3 mètres, là. Oh, ben là, toute évidence, c'est pas le Vermont. Non. Il est où, le Vermont? Il est plus ici. Il est parti. Jean Bellil a eu accès à des informations capitales. Une épave a été récupérée il y a plusieurs années et nos doutes se confirment. Le Vermont n'est pas dans la rivière Richelieu. Dans les années 50, il y a un monsieur qui s'appelait le colonel Lorenzo Haglund qui est arrivé avec une équipe d'Américains. Ils l'ont localisé, à peu près juste là. Et puis, ils l'ont renfloué, puis ils l'ont amené aux États-Unis. Puis l'idée, c'était de faire un musée maritime international. Tu sais, le deuxième plus vapeur, le plus vieux dans le monde, puis tout ça. Sauf que ça n'a jamais marché. Puis le bateau, il a pourri sur place. Mais il y a quelques morceaux qui ont été sauvés pour qu'ils soient conservés. Puis ils sont maintenant au musée maritime du lac Champlain. Perdre un aussi beau joyau de l'histoire mondiale maritime est d'une tristesse pour la région. Cette épave que les gens du coin appelaient le Vermont est tout simplement une barge de transport. La vérité sur cette légende est maintenant rétablie. Nouveau départ de la marina pour s'attaquer cette fois à une autre légende, à une autre épave qui gît dans les parages, le Princess Louise. Là, on s'intéresse à un bateau qui a coulé en 1899. On raconte que le Princess Louise était amarré au quai de la Colle. Ouais, Juste ici. Ici. Il y a un feu qui a pris naissance à bord, de peur que, justement, l'incendie se propage au bâtiment qui était juste là. Fait qu'ils ont coupé les amarres, puis le bateau a été poussé vers le large. Fait qu'en flamme, il a dérivé. Ce serait échoué non loin d'ici. On dit que l'épave gît à 1,5 mètre de profondeur près de la berge ouest de la rivière face à la pointe nord de l'île aux Têtes. Il aurait brûlé jusqu'à la ligne de flottaison. Ouais. Tu es capable de trouver des traces d'incendie, de brûler, ben là, ça veut dire qu'on est pas mal sûr de notre coup. On y va. Yes. Moi, dans le fond, je te fais signe dès que je suis dans le milieu, puis que j'ai besoin du livre pour remonter. Ouais. Pour faciliter une recherche plus rapide sur le bord des berges, Manu propose une plongée en apnée. Christian, lui, va se déplacer avec un scooter sous-marin. En apnée, Manu est beaucoup plus mobile. Il évite de faire lever des sédiments et peut lutter plus facilement contre le courant de la rivière. Pas sûr qu'on va voir grand-chose. Puis mon Manu, Il y a vraiment trop d'algues, là. Le fond, il est tapissé. Tu sais, si c'était en dessous, on le verrait pas, là. c'est quoi la visibilité à peu près? J'ai de la misère à voir ma main ici, là. Les gars, ça fait partie de la game. On peut pas toujours trouver ce qu'on cherche. Fait que, on va dire à Christian de remonter. On y a mis du cœur, là, mais ça n'a pas suffi, là. Nouvelle plongée sans résultat, on revient bredouille. On pensait pouvoir clarifier une autre légende locale, partie remise. Bon, on a tout essayé, je pense, là. Un scooter, Manu est allé en apnée, vous avez cherché avec une rame. On a trouvé une bûche. Ah ben oui. Ben moi, ce que j'ai remarqué en 2011, c'est que j'ai fait les plongées avant et après. Et puis j'ai réalisé que la topographie de la rivière avait changé après les inondations. OK. Ben, il y a une épave qui est là. On l'a pas vue, mais elle est là. Elle est là. C'est sûr qu'elle est là. Notre enquête n'est pas terminée pour autant. Il reste une nouvelle épave à valider, celle du Maraudeur. Et celle-là, on a bien l'intention de la trouver. La chance sourit enfin à Manu en très peu de temps et découvre la proue de l'épave qui se dessine à travers les sédiments.
On va pouvoir identifier sa structure, voir si elle est bien conservée et la documenter d'une manière officielle. Quand tu es dans la structure du navire, là, la vis est quand même un petit peu meilleure parce que tu sais, la particule voyage moins tu sais, qu'à l'extérieur. Notre chasse aux images continue. Venir plonger sur le Maraudeur, c'est enquêter sur un passé pas très précis. Mais pour moi, c'est clair que cette épave-là devait transporter des marchandises. Retour au camp de base pour faire le bilan. On va te télécharger les images du Maraudeur. Écoute, mon Sam, là, j'ai des belles images à te montrer. Oh! OK, ça, c'est le même type de barge, mais mieux conservé. Donc, Là, il y a beaucoup plus de détails. Là. On le voit sur le plancher. Les coutilles. Exactement, là. T'as vraiment des espèces de grosses cales, là, comme on peut se l'imaginer sur des bateaux de chargement. Là. Ouais. Ben, ça donne une idée c'était quoi ces embarcations-là qui naviguaient sur le Richelieu. T'sais, avec celle-là, là, on comprend mieux. Ah, ça n'a rien à voir avec la première, là. Ça a été payant de demander à Manu et Christian de faire cette troisième plongée. On vient de documenter visuellement une épave du 19e siècle. Comme Manu a trouvé aucune inscription pour identifier formellement l'épave, elle va garder son nom de Maraudeur pour plusieurs années à venir. Nouvelle journée, nouvelle légende. On se lance à la recherche d'une 4e épave. Les gars, ce matin, plongés sur le présumé Naylor, qui repose à proximité de la marina ici. J'ai une image acoustique. Selon les notes d'André Lépine, ce bateau-là, il aurait frappé le pilier du pont tournant. Puis à l'époque, on avait observé des traces de charbon. Vous, ce qui est important, c'est d'observer si vous voyez du charbon. Monsieur Belle-Île, là, ici, un croquis qui a été fait à l'époque de l'épave. Parce que là, ça, c'est une image qui date de quelques années, mais là, ça ici, ça a été fait à la fin des années 70, début des années 80. Puis on remarquera que le bateau, on voit pas de traces vraiment de l'accrocheur. Fait que ça serait peut-être intéressant que les plongeurs aillent voir où il a pété. Voir le point d'impact. Il y a le type avec un écoutille long, complète, qui s'ouvre avec un grand panneau. Et ça, c'est typique des bateaux qui transportaient le charbon. On appelle ça des canal boats. Si on regarde l'image acoustique ici, on voit très bien que le point d'impact, là, il est situé près du pilier. C'est pas mal ça le plan pour ce matin. Êtes-vous prêts? Ouais? Ben oui. La prochaine plongée est très proche du chenal de navigation de la rivière Richelieu. On va devoir surveiller le trafic maritime pour protéger les plongeurs. Une fois que tu vas être rendu au fond, essaie d'observer autour de l'épave. En périphérie, c'est important parce que des fois, il peut y avoir soit du charbon ou peut-être même des traces du panneau. On va vraiment quadriller autour, là. Promenez-vous autour. Ouais, c'est parfait. Pendant que Manu et Christian sont au fond de l'eau, Alain Pépin, notre plongeur local, a des informations précieuses à me communiquer. Moi, j'ai déjà fait des petites recherches parce que j'ai croisé des articles de journaux. Puis à un moment donné, je tombe sur le naufrage d'un bateau qui s'appellerait le P.C. Thibault, qui se serait éventré sur une structure qui protège les glaces du pont du chemin de fer. Quand on regarde un et l'autre, on regarde l'épave puis on regarde l'article, on peut penser qu'il y a une correspondance entre les deux. Ça, c'est en quelle année? 1899. OK, donc c'est le pont qui précède celui-là. C'est ça. Ma curiosité est maintenant piquée à vif avec l'information que M. Pépin m'a donnée. Il faut que je trouve plus d'informations sur le naufrage du Naylor.
Ça fait presque 30 minutes maintenant que Manu explore le fond de la rivière. J'espère que tout va bien. Manu, finalement, qu'est-ce que t'as vu au fond? Là, ce sur quoi on descend, c'est vraiment comme un pylône. C'est 2 mètres ou 3 mètres plus haut que le fond marin. Ça sort de nulle part. Les amoncellements, là, moi, ce que ça me dit, c'est probablement des vestiges du pont tournant qui était situé ici à l'époque, parce que ça serait un autre qui l'aurait remplacé. Puis à l'intérieur, avez-vous vu du charbon dans le... Moi, j'en ai. Ouais. plan? À l'intérieur, hein? Il y en a à l'intérieur, il y en a à l'extérieur. M. Pépin, il y a un candidat. Ah Il vient de m'annoncer ça, là. En revenant, moi, sur le bord, je vais aller faire des recherches pour valider son hypothèse. C'est la 4e descente sous l'eau et les plongeurs sont épuisés. Mais on a quand même réussi à localiser et documenter 3 épaves. C'est un succès incroyable. Après quelques recherches et en fouillant dans les archives maritimes, j'ai réussi à trouver plus de détails sur l'information découverte par M. Pépin. Les gars, venez-vous-en. J'ai trouvé de quoi d'intéressant. Ah ouais? Ouais. C'est grâce à Alain, parce que pendant que vous étiez au fond de l'eau, il m'a dévoilé des informations qu'il avait gardées jusqu'à présent secrètes. Il m'a parlé de la barge P.C. Tebow, capitaine J.A. Smith, portant à son bord une charge de 145 tonnes de charbon. Qu'est-ce que vous avez vu? Du charbon. Accoulé avec toute sa cargaison après s'être éventré sur l'une des gares du pont du chemin de fer qui traverse la rivière Richelieu à la Colle. Ouais. Là, on est en 1899, donc c'est l'ancien pont tournant du chemin de fer. C'est le candidat le plus sérieux. C'est-tu lui? Sérieusement. Peut-être pas, mais on est proche. Si on regarde sur le site de Scubapédia, on parle de l'épave du Naylor qui a coulé en 1899. Ils ont la bonne année, mais ils n'ont pas la bonne identité. Fait que là, on va réécrire le passé avec ça. Puis la proue encastrée dans un des piliers, c'est ça? Exactement. Puis si tu dis éventré, là, ça fait vraiment beaucoup de sens parce qu'il y a vraiment un côté, tu sais, qui est complètement ouvert, là. Puis il y a encore du charbon, quand même en bonne quantité à l'intérieur. Ouais. En persévérant, on a réussi à corriger une légende locale qui perdure depuis trop longtemps. Cette épave-là n'est pas celle du Naylor, mais celle du P.C. Tebow. Une barge qui gît à cet endroit depuis plus de 120 ans. Bon, là, Mario, on a terminé les plongées. Petite déception pour le Princess Louise, on n'a pas retrouvé les vestiges. Il n'y a rien. Vous n'avez rien vu du tout. La visibilité était très mauvaise, beaucoup de sédiments, il y avait aussi la végétation en quantité considérable, hein, quand même. Ça fait partie exactement de la recherche. On peut pas toujours trouver ce qu'on recherche. Puis je te remercie de m'avoir suggéré Manu. Ouais, c'est un bon plongeur puis un bon caméraman. Fait que, écoute, c'est ça la relève, hein? Ben, merci à vous, là. J'ai eu pas mal de plaisir aussi. On s'ennuie de toi quand même, là. Ouais, ben, c'est vrai. On va se revoir. Ben ouais. 3 épaves sur 4 de trouver. De vieilles légendes maritimes rectifiées. C'est une belle réussite, un beau travail d'équipe. On peut dire mission accomplie pour notre aventure sur la Richelieu.